Vous voyez mon écran, oui? Oui, oui. OK, parfait. Alors, ce que je vais vous présenter rapidement, c'est la mise à jour des recommandations canadiennes pour le traitement des troubles d'usage d'opioïdes de l'ICRIS ou le CRISM qu'on appelle, qui est un réseau de recherche sur les impacts des substances psychoactives. Euh, je vais vous présenter dans un premier temps, ça paraît un petit peu je dirais, nerd. Mais je vais présenter quand même la méthode parce que chacune, on peut avoir des recommandations d'experts, on peut avoir toutes sortes de recommandations, mais je vais vous montrer d'où on partait et où est-ce qu'on est arrivé. Donc, oups. Donc, les recommandations étaient faites, le lead scientifique méthodologique, c'est Dr. Yakovenko qui est à Halifax et moi la lead clinique. A été publié dans le journal canadien médical, le CMAG, en novembre 2024 et en février, il y a la version française qui est publiée. Donc, c'est le synopsis en fait, puis le guideline, vous pouvez le retrouver en annexe. Ça, c'est mes divulgations. Euh, alors, pourquoi il fallait faire un nouveau guideline? On en avait fait un en 2018, c'était le premier canadien. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup eu de changements depuis 2018, incluant la COVID. On avait besoin de faire le point sur les évidences plus récentes pour guider les pratiques, pour une démocratisation et l'implantation des approches basées sur les évidences. Vous savez, il y a eu beaucoup de changements dans le traitement des TAO avec la COVID et aussi avec la crise des opioïdes, notamment avec l'approvisionnement plus sécuritaire là, dont on a beaucoup parlé. Et pour nous, on voulait revenir à la base puis dire c'est quoi la fondation, c'est quoi qu'on connaît vraiment, puis qui va nous permettre après ça de bâtir les connaissances sur les transformations qui sont en train d'arriver. Et ces recommandations-là sont vraiment faites, pas pour les experts qui traitent les patients les plus compliqués, mais sont faites pour tout le monde de savoir voici ce qu'on connaît, puis voici ce qu'on devrait utiliser comme de départ et après. Euh, donc, quelques diapos sur les processus et principes. D'abord, on a utilisé les standards internationaux et ces standards-là qui sont définis par l'OMS euh, insistent sur l'approche centrée sur le patient, les droits, la dignité, les objectifs, les préférences, l'expérience, un continuum de soins intégré. Donc, on a aussi révisé la réduction des méfaits, puis des approches qui sont individualisées, qui tiennent compte de, de plusieurs options, notamment les traumas, les approches culturellement adaptées. Puis, il faut chercher l'équilibre entre les bénéfices et les risques dans tout ça. On avait une révision externe pour vous montrer on a des comités internes, des comités d'experts élargis, mais on a aussi une révision externe de 63 personnes avec une approche systématique pour la révision. Puis comme vous voyez, il y avait des personnes provenant de toutes sortes de milieux, incluant évidemment des médecins, des infirmières, mais aussi des policymakers, excusez mon français, des travailleurs sociaux, des psychologues, des représentants, 18% des représentants de personnes avec des vécus expérientiels. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, une révision de ce qu'on avait fait en 2018. Donc, la condition étudiée, c'est la prise en charge des troubles liés à l'usage d'opioïdes. Puis la question générale, c'est quoi les preuves scientifiques qui existent pour la prise en charge de ces troubles? C'est quoi les nouvelles données? Puis est-ce qu'on va changer nos recommandations? On a fait deux revues systématiques, une pour la pharmacothérapie, puis une pour les interventions psychosociales et la réduction des méfaits. Et on a fait, ça couvrait les périodes de janvier 2017 après notre autre et jusqu'en août 2023. Juste pour vous dire, c'est assez limité. Ça a pris 2 ans, mais c'est assez limité. On a regardé les traitements par agonistes opioïdes à long terme, la prise en charge du sevrage, les interventions psychosociales et les services de réduction de méfaits. On n'a pas regardé particulièrement les TAOI, là, les traitements agonistes aux opioïdes par injectable, parce que ça fait partie
d'autres recommandations qui ont été faites aussi par notre réseau de l'ICRIS. Donc, juste pour vous montrer l'ampleur de ce que ça veut dire quand on dit on veut quand même reviser toute la littérature pour voir s'il y a des choses qui sont nouvelles. Juste pour la pharmaco, il y avait 14 000 titres qu'on a regardés, 573 études qui ont été lues et codées et 105 études qui ont été incluses et donc codées et revisées en grand détail. Et pour la recherche psychosociale et de réduction de méfaits, on avait plus de 18 000 titres, puis on a fini avec 45 études, 21 pour les interventions psychosociales, puis 24 pour la réduction des méfaits. Donc, c'est un travail de moine qui demande un travail d'équipe d'ailleurs. Et ce qu'on regarde dans la façon dont le grade fonctionne, c'est qu'on regarde à la fois le niveau de certitude. Ça veut dire qu'une étude, par exemple, qui a eu une intervention qui a eu, par exemple, 20 études randomisées ou 40 études randomisées qui disent toute la même affaire, mais ça va être un niveau de certitude très élevé. Puis moins on a d'études ou plus on a des études qui sont observationnelles où on risque d'avoir beaucoup de biais, là, de confusion, ben moins le niveau de certitude est élevé. Mais on a aussi d'autres critères, comme je le disais tantôt, qui est l'équilibre entre les risques, les valeurs, les préférences, les coûts et les ressources, qui font en sorte que la force des recommandations n'est pas nécessairement directement liée tout le temps au niveau de certitude. On peut avoir des niveaux de certitude qui sont assez bas ou moyens, mais où la force est très élevée parce que les patients disent que, par exemple, dans votre situation, ils souhaiteraient avoir cette ligne de conduite, puis que les cliniciens disent, ben, la plupart des patients devraient bénéficier de l'action recommandée. Donc, c'est ces deux choses-là qu'on va regarder. Ce que j'ai fait, puis pour laisser de la place peut-être à vos questions, c'est que j'ai vraiment résumé ça très rapidement. Et ça, c'est le tableau que vous pouvez trouver justement dans l'article. Mais c'est petit, alors je vous l'ai fait en bout. Donc, dans un premier temps, pour la prise en charge du trouble lié, avant d'arriver aux recommandations de telle molécule plutôt qu'à l'autre, c'est extrêmement important de réaliser qu'il faut appliquer les normes de soins, demander aux patients leurs objectifs, de discuter des objectifs, de voir où est-ce qu'ils sont dans leur trajectoire, puis de les orienter en fonction de leurs préférences et évidemment en fonction des bénéfices qu'on pense qu'ils pourraient avoir avec les traitements ou les interventions. Et dans le continuum, que ce soit une personne qui vous dit qui est super motivée ou une personne qui vous dit non, je ne veux pas arrêter, on doit toujours regarder l'accès au service de réduction des méfaits. Et tantôt, j'écoutais dans votre discussion on parlait de ça aussi. C'est toujours important, même si le patient dit, moi, je veux arrêter complètement de consommer, de s'assurer qui sont conscients, qui connaissent les façons de réduire leurs méfaits, à la fois des surdoses, la prévention des infections, etc. Donc, maintenant, on arrive aux recommandations comme telles et à tous ces articles-là, les 32 000 titres qu'on a regardés. Et la première question est, est-ce qu'un traitement pour les troubles d'usage fondé sur les données probantes vous intéresse? Oui, non. Si oui, la première chose est que le meilleur traitement, c'est les traitements basés sur les agonistes des opioïdes. Donc, les médicaments qui sont des opioïdes eux-mêmes à longue durée d'action et qui vont se substituer sur les récepteurs, puis qui vont permettre en fait à la personne de travailler sur toutes ces autres, travailler tous les autres acquis qui vont faire qu'ils vont être en rémission prolongée. On a comparé la méthadone et la buprenorphine, et pour ceux qui savent ou qui s'en souviennent, en 2018, on disait si on peut, on donne la buprenorphine, en deuxième la méthadone, puis en troisième la troisième plus exploratoire, la morphine à libération prolongée. En 2025, ce qu'on dit, puis l'évidence montre qu'on devrait commencer par la buprenorphine ou la méthadone selon le choix du patient. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a deux choses qu'il faut se souvenir puis qui sortent de la littérature, c'est que, en fait, dans le premier mois, dans l'induction,
Les taux de rétention sont à peu près les mêmes, mais après le premier mois, les taux de rétention sont meilleurs pour la méthadone que la buprenorphine. Ça veut dire que si on commence quelqu'un avec la buprenorphine, c'est-à-dire le Suboxone, et que la personne reste pas, il faut s'assurer qu'elle comprenne que si ça ne fonctionne pas pour elle, on peut changer à l'autre molécule. Et donc, c'est important d'avoir cette flexibilité parce qu'on sait que la buprenorphine, quand ça fonctionne bien, les gens sont super contents, mais quand ça ne fonctionne pas, ben, les gens ils disparaissent puis on les perd avec les conséquences que ça a. Donc, par ailleurs, il y a un risque de mortalité qui est plus grand avec la méthadone dans le premier mois. Ça veut aussi dire que on doit être plus strict sur les conditions quand on prescrit la méthadone, les envoyer tous les jours à la pharmacie. La buprenorphine, on peut arriver avec le patient à être plus libéral sur leur capacité d'amener leurs médicaments à la maison parce que c'est moins dangereux. Fait que il faut peser donc le pour et le contre. Et en deuxième intention, il y en a eu beaucoup de discussions parmi les experts là-dessus. Mais la morphine orale à libération prolongée, malgré que ce soit quelque chose qui ne soit pas reconnu, une indication reconnue par Santé Canada, et donc un traitement de deuxième intention, on a tendance on veut utiliser plus la buprenorphine, la méthadone, si on peut d'abord, plutôt que la morphine, parce que l'évidence est beaucoup plus claire. Quand je disais, la preuve est élevée. Et il y a certaines études, mais qui ne sont pas de niveau très robuste, qui montrent qu'il y aurait peut-être plus de mortalité avec la morphine. Mais encore une fois, il faut voir ça. Deuxième cas, ce que vous voyez, les interventions psychosociales, et j'imagine que ça va vous intéresser. Alors, c'est très intéressant de voir, et là, loin de moi l'idée de dire que les interventions psychosociales ne sont pas bonnes, efficaces, adaptées et importantes. Mais quand on regarde ces troubles, on se rend compte que les interventions, quand on compare médicaments plus intervention versus médicaments, l'effet de l'intervention elle-même populationnelle n'est pas très grand. Ça ne veut pas dire que pour un patient précis, ça ne va pas y sauver la vie. Et donc, c'est peut-être la ligne importante qui doit ressortir, c'est que les interventions psychosociales ne devraient pas être obligatoires pour obtenir un traitement agoniste aux opioïdes. Ce n'est plus le cas au Québec dans la majorité des cas, mais il y a quand même un certain nombre d'intervenants, de places où on demande encore l'évaluation psychosociale et tout avant de donner la molécule. Or, l'évidence dit qu'on devrait donner la molécule, puis après ça, s'occuper de l'intervention psychosociale, mais qu'on ne devrait pas retarder la prise de molécules avant de voir avec le patient s'il a besoin d'une intervention complémentaire. Et ces interventions-là devraient évidemment être offertes et adaptées aux besoins des personnes. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas donner d'intervention psychosociale, mais ça veut dire que c'est pas ça qu'il faut pas retarder un traitement, puis ça ne devrait pas être obligatoire. Quelqu'un qui n'en veut pas, un traitement tout seul, c'est bien meilleur que pas de traitement parce qu'il n'y a pas d'intervention psychosociale. Je pourrais. Et la troisième chose, c'est le sevrage. Alors, le sevrage lui-même, en soi, est contre-indiqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sevrer les gens, ça veut dire que c'est contre-indiqué. Quand quelqu'un veut un sevrage, et ça arrive très souvent, je dirais la pression sociale, la pression familiale de dire non, non, tu ne te mets pas sur le méthadone, c'est des traitements de deuxième, c'est comme une béquille, c'est ceux qui sont pas capables d'être sobres pour vrai, etc., etc. Même si dans nos milieux, c'est moins comme ça, dans les milieux en général, c'est comme ça. Donc, si la personne veut un sevrage, on pourrait lui offrir une molécule à dose décroissante, mais en lui offrant toujours l'option, si ça ne va pas bien, s'il consomme de plus en plus, si sa condition sociale se détériore, de prendre un traitement à plus long terme. Et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs, les gens qui veulent un sevrage. Si on dit non, moi je ne fais pas ça, tu t'arranges, ça ne marche pas. Ils se sont dit, OK, on va commencer sur la molécule, puis on va diminuer tranquillement, puis on va voir jusqu'où ça va. Il y a évidemment les sevrages aussi chez les gens qui sont sur méthadone et sur Suboxone depuis longtemps,
qui sont en rémission complète et qui veulent se débarrasser de leurs molécules. Et là aussi, le sevrage doit être à dose décroissante lente, avec des paliers quand la personne va moins bien. Et c'est vraiment de s'adapter à la personne et de faire aussi le travail de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du sevrage souvent et qui fait en sorte que l'importance d'arrêter la molécule, des fois, prend le dessus sur vraiment le bien-être de la personne avec la molécule. Entre parenthèses, c'est pas dans le guideline, mais d'expérience, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est sûr que chez les gens qui avaient des troubles d'usage, je dirais circonstanciels assez courts, c'est plus facile de viser une abstinence totale avec un sevrage à dose décroissante. Chez les personnes qui ont pris ça pendant des 15-20 ans, mon expérience, c'est qu'il y en a au moins la moitié qui, quand ils vont très bien puis qu'on les sèvre, ils sont sevrés en bonne partie et souvent ils gardent une molécule de base. Alors, c'est juste pour vous donner le... Mais l'important, c'est de se souvenir que les gens qui offrent des sevrages rapides ou les thérapies qui demandent aux gens de dire, ben non, mais moi, je ne te prends pas avec la méthadone, et là, ça précipite chez le patient, je veux absolument me sevrer, ben les taux de rechute sont autour de 75% après 3 mois et de 90% après 6 mois. Donc, ça vous donne un peu pourquoi on dit qu'il ne faut pas sevrer les gens n'importe comment, mais ça veut dire qu'on peut certainement travailler avec la personne qui veut se sevrer pour se rendre où ils veulent. Et je vais m'arrêter là, puis répondre à vos questions, mais juste pour vous montrer qu'il y avait évidemment un comité scientifique, des leads cliniques, un comité aviseur et aussi toute une coordination en plus des 60 quelques personnes que je vous ai montrées. Merci. Voilà.